Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là ici en présentiel à l'Amphi Marthe-Condat sur le site de Rangueil de l'Université de Toulouse. Et puis merci aussi à celles et ceux que nous ne voyons pas, qui sont dans les villes d'équilibre, universitaires d'équilibre, et sur lesquelles on fait des retransmissions en direct. Donc aujourd'hui, nous accueillons un conférencier et une conférencière. Et c'est donc la première conférence de ce nouveau cycle des ouvertures pour l'année 2025-2026. Donc le thème, la thématique de cette année, c'est ciel, espace, univers, quels enjeux pour notre planète et pour la science. Donc l'idée, c'est de donner la parole à des scientifiques qui donc ont le regard plutôt tourné vers le ciel, l'espace et au-delà vers l'univers, et qui travaillent pour améliorer en quelque sorte ou apporter des nouveautés, des choses scientifiques, des recherches, des avancées pour notre planète et pour nous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Lizy-Destré et Julien Doche pour la conférence qui s'intitule « Exploration et exploitation lunaire. Quels sont les enjeux de durabilité au XXIe siècle ?» Donc je vais vous dire quelques mots sur nos intervenants du jour. Avant cela, je dis juste un petit mot pour remercier ma collègue Sophie Rességuier-Faro qui s'attelle pendant des semaines, voire des mois, pour mettre en place ce programme des conférences. Voilà, donc merci Sophie. Stéphanie Lizy-Destré est professeure des universités en ingénierie des systèmes spatiaux à l'ISAE Supaéro, école, donc Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, donc à côté, tout à côté, de l'autre côté du canal, donc au Centre d'excellence mondiale en recherche et formation en ingénierie à Toulouse. Elle dirige le groupe de recherche Space Advanced Concept. Stéphanie Lizy-Destré est diplômée de l'université de Stuttgart et aussi de l'ISAE Supaéro. Forte de plus de 30 ans d'expérience auprès d'agences spatiales, de l'industrie et du monde académique, elle mène des activités de recherche et d'enseignement dans le domaine de l'exploration spatiale habitée et robotique, donc Lune, Mars, astéroïdes, voilà, des choses qui font un peu rêver, ainsi qu'en astrodynamique. Ces recherches s'articulent autour de deux axes principaux. L'optimisation de trajectoires pour les missions interplanétaires, donc Lune, Mars et astéroïdes, avec un intérêt particulier pour les rendez-vous en espace cislunaire. Et l'interaction homme-robot au cours de missions d'exploration de longue durée avec un accent sur l'impact du confinement et de l'isolement sur les performances des équipages. En tant qu'ingénieure, elle a eu l'opportunité d'être présente en salle de contrôle lors des phases opérationnelles critiques de la mission ATV Jules Verne en 2008. Elle est également cofondatrice du Space Flight Institute. Elle est associate editor du Journal of Spacecraft and Rockets et ancienne membre du comité d'astrodynamique de l'IAF, qui n'est autre que l'International Astronautical Federation. Elle est auteure, bien sûr, et co-auteure de plus d'une centaine de publications scientifiques dans des revues et des conférences internationales. Ensuite, je vais vous parler de Julien Doche, qui est ingénieur aérospatial, diplômé de l'École nationale supérieure de cognitique, qui fait partie de l'INEP de Bordeaux, et du master TAS Astro de l'ISAE Supaéro. Il est actuellement en thèse et il travaille sur la décarbonisation du secteur spatial. Il est en thèse à l'ISAE Supaéro. Il est aussi secrétaire de l'association Aérodécarbo et il est co-auteur du rapport pour un réveil écologique sur le secteur spatial. Voilà, je laisse la parole de suite à nos deux intervenants du jour et puis à plus tard pour vos questions. Merci.
Si, ça y est, merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, comme il l'a été dit, le thème de notre présentation aujourd'hui est autour de l'exploration et l'exploitation et quels sont les enjeux de durabilité pour notre époque. Et on va prendre le cas de la Lune comme cas d'application. Alors pourquoi ? Puisque sur cette planche, je vous rappelle le contexte de l'exploration spatiale. Vous avez toutes les agences spatiales internationales qui travaillent ensemble dans un groupe de coordination qui s'appelle l'ICGC. Et ces agences ont établi une feuille de route pour l'exploration habitée et robotique. Comme vous pouvez le voir, en fait, sur cette planche, actuellement, cette feuille de route, elle commence par le déploiement de stations spatiales en orbite basse, qui sont des laboratoires pour mener des expériences et conduire de la science. Dans un futur proche, on vise un retour sur la Lune, sur une installation pérenne et de longue durée sur la Lune, afin de se préparer dans un futur un peu plus lointain, mais pas si lointain que ça, à pouvoir amener des humains sur la surface de Mars. Donc ça, c'est la feuille de route qui est établie par les agences spatiales. Mais à côté de ces programmes institutionnels, on voit l'émergence d'ambitions privées, économiques, de conduire en fait des activités d'exploitation, donc d'avoir un bénéfice économique de l'exploration. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de quels sont les défis techniques, scientifiques d'une exploration spatiale qui soit durable. Et au centre de tout ça, la Lune devient en fait un véritable banc d'essai pour tester notre relation à la durabilité, c'est-à-dire le partage entre les enjeux scientifiques, les enjeux économiques, mais aussi les enjeux de gouvernance. Et donc tout ça sont les différents sujets que l'on va aborder aujourd'hui dans notre présentation. Donc c'est pour ça que je vous propose le menu suivant. Donc on va commencer par vous donner quelques concepts d'introduction autour de l'exploration. Donc on va rappeler des définitions pour qu'on partage tous les mêmes concepts. Ensuite on fera un état des lieux de la situation actuelle, donc en partant de l'orbite terrestre et en allant jusqu'à Mars pour suivre la feuille de route que je vous ai présentée. On abordera les sujets de la durabilité spatiale et qu'est-ce qu'il y a derrière ces enjeux-là. On parlera également de la commercialisation de l'espace et on finira par les défis qui sont liés à l'exploitation. Très bien. Alors du coup, pour commencer, quelques définitions qui peuvent paraître un peu élémentaires pour certains, mais qui sont des rappels nécessaires à mon sens. Donc on va un peu présenter ce que c'est que l'espace, ce que sont des astronautes, ce que sont les concepts d'exploration et d'exploitation. Donc l'espace, c'est ce qui se trouve au-delà de l'atmosphère. Ça, c'est quelque chose qui est assez communément admis. Alors après, il faut savoir que sur l'atmosphère en tant que telle, il y a différentes couches. Voilà. Il y a la troposphère, dans laquelle on est actuellement, qui va de 0 à 15 ou 20 km d'altitude, parce que pareil, là, contrairement à ce qu'on peut voir sur un pays où les frontières sont relativement stables dans le temps, l'altitude à laquelle on va différencier les couches d'une atmosphère vont varier puisque c'est quelque chose de très dynamique, notamment du fait de l'activité solaire par exemple. On peut avoir l'atmosphère qui va s'étendre. Donc la troposphère, c'est la couche la plus basse, disons de 0 à 15 km. Ensuite, on a la stratosphère, dans laquelle on a notamment la fameuse couche d'ozone, dont on reparlera puisque les activités spatiales ont un impact sur la couche d'ozone. Et puis on a au-dessus la mésosphère, qui va environ jusqu'à 85 km. Pour donner des ordres de grandeur sur tout ça, on a donc le Concorde qui volait à peu près à 15 km d'altitude, le tourisme spatial qui va essayer de passer les 100 km qui sont fatidiques en quelque sorte, puisqu'on a le concept de ligne de Kármán qui est définie à 100 km d'altitude et qui communément définit la limite de l'espace. Alors encore une fois, là c'est une convention purement humaine, puisque comme on l'a dit, l'atmosphère en réalité elle est plutôt dynamique. Et donc on estime que pour être allé dans l'espace, il faut alors donc dépasser cette ligne de Kármán. Et donc, il y a tout un enjeu pour les entreprises qui emmènent des gens dans l'espace à dépasser cette ligne pour pouvoir faire en sorte que les gens qui, du coup, utilisent leur service soient considérés comme des astronautes, et on le verra juste après.
On peut imaginer du coup différents types d'orbites. Il y a l'orbite basse, dite LEO pour Low Earth Orbit, qui va donc de quelques centaines de kilomètres à un peu plus de 1000. On a maintenant des nouveaux concepts qui parlent d'orbites très basses et qui vont réutiliser potentiellement les couches les plus hautes de l'atmosphère, mais c'est assez anecdotique pour l'instant. À titre d'exemple, donc la Station spatiale internationale, dans laquelle on a notamment des astronautes comme Thomas Pesquet, se situe environ à 400 km. Alors encore une fois, ça peut varier parce qu'il y a ce besoin, du fait des frottements, de régulièrement rehausser son altitude. On a des orbites aussi dites MEO, donc l'orbite moyenne pour les constellations dites de GNSS, donc c'est tout ce qui va être le fameux donc, GPS, Galileo pour les Européens, GLONASS et Beidou pour les Russes et les Chinois. Et on a également l'orbite de géostationnaire qui, sur lequel un satellite positionné à cette orbite, à savoir 36 000 km, va avoir une vitesse de rotation autour de la Terre qui est égale à la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même, ce qui veut donc dire qu'en fait, il va être fixe au-dessus d'un point. Et ce qui est très intéressant, si vous avez des informations à broadcaster, comme c'était le cas, comme c'était très utilisé jusqu'à il y a encore quelques décennies. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin. Il y a notamment donc, les orbites, on peut aller au point Lagrange du système Terre-Soleil. Là, on a mis par exemple James Webb. On peut imaginer se balader dans le système solaire pour explorer telle ou telle planète, ou aller plus loin, comme les sondes voyageurs, et donc aller au-delà du système solaire. Voilà. Donc un peu pour une petite présentation de l'espace, et donc on a aussi donc, les astronautes, donc, qui, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui sont allées au-dessus de cette fameuse ligne fatidique des 100 km, qui correspond à la ligne de Kármán, et qui ont effectué au moins une orbite autour de la Terre. Voilà. Donc la première personne à avoir fait ça, c'est Yuri Gagarin en 61. Un peu avant, en 57, on a vu Laika, qui, la même année que le premier objet envoyé dans l'espace, a fini brûlé au retour, mais a été envoyé dans l'espace. Il y avait effectivement cette question de la définition de ligne de Kármán qui paraît assez établie maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et le terme d'astronaute, c'est aussi important d'avoir en tête que c'est une terminologie qui va dépendre de la nationalité de la personne. Donc en fait, astronaute, c'est plus pour les astronautes, les astronautes américains. Cosmonaute, c'est pour les Russes. Spationaute pour les Européens. Après, il y a taïkonaute. Et donc, en fonction de la nationalité des personnes, on va changer le terme qui est utilisé. Et donc, maintenant, on a aussi l'émergence d'un nouveau type d'astronautes qui sont commerciaux ou privés, puisqu'on a des acteurs privés comme les sociétés Axiom Space, etc., qui peuvent envoyer elles-mêmes des personnes. Et donc, là, on a d'autres types de profils qui peuvent apparaître, donc des journalistes, des politiciens qui ne sont pas des astronautes de formation, voire des personnes qui, simplement pour loisir ou pour des questions de communication, peuvent atteindre l'espace et passer ces fameux 100 km. Si on continue avec les définitions, donc dans le titre, on avait exploration et exploitation. Donc là, mon objectif, c'est de bien vous les définir pour qu'on comprenne la différence. L'exploration spatiale, c'est vraiment, ça englobe l'ensemble des activités qu'on va conduire dans l'espace, donc au-delà de l'atmosphère qui a été présentée par Julien, pour répondre à un certain nombre d'objectifs, qui soient scientifiques, économiques ou militaires. Donc Julien a déjà présenté l'ensemble des objectifs économiques des différents types de missions, de services qu'on peut rendre depuis l'espace. Donc je vais plutôt me concentrer sur la partie scientifique. Donc quand on est dans l'espace, on peut conduire des recherches, notamment autour du système Terre, puisqu'on a la chance de pouvoir observer la Terre dans son ensemble depuis l'espace, en fonction de l'altitude à laquelle on se présente. Donc on a une meilleure connaissance de l'évolution de notre climat, de notre atmosphère, mais également de l'évolution des océans, du champ magnétique terrestre, etc. Mais on a aussi un magnifique lieu d'observation pour tout ce qui est corps céleste. Et comme il a été dit en introduction, moi je m'intéresse beaucoup à la Lune, à Mars, aux astéroïdes, donc toutes ces missions qui sont d'observation et en tout cas de prise de connaissance sur les corps célestes. Mais on peut aussi s'intéresser à au-delà, tout ce qui va être exoplanètes, les autres galaxies, pour comprendre la formation de notre univers, son expansion et son comportement dynamique. L'espace nous permet également de conduire des expériences en apesanteur. Il y a beaucoup de propriétés de l'espace qu'on peut modéliser, tester sur Terre. L'apesanteur, c'est très difficile de le faire sur Terre. Donc, il va falloir utiliser des stations spatiales, des satellites pour pouvoir reproduire des expériences et en voir l'utilité.
On peut aussi avoir des objectifs militaires, même si il est interdit d'emmener des armes dans l'espace. On va pouvoir faire de la reconnaissance, de la surveillance, de l'écoute. Donc il y a des enjeux de défense dans l'espace. Mais il y a aussi un certain nombre d'activités humaines, c'est-à-dire d'envoyer des astronautes dans l'espace alors jusqu'à présent, ça, essentiellement en orbite basse. Bon, on a eu 12 marcheurs lunaires. Donc sur la photo, là, on voit Neil Armstrong. Cette photo a été prise par Buzz Aldrin. Mais on va en discuter sur la fin de notre exposé, donc sur l'avenir des humains dans l'espace. Et l'intérêt, c'est que les humains, quand ils sont dans l'espace, ils peuvent nous servir d'opérateurs spécialisés, conduire des recherches que nous, les scientifiques, on peut faire dans nos laboratoires, mais là, ils le font in situ. Mais ils sont aussi objets de recherche, donc on les équipe de capteurs, on leur fait conduire des expériences de facteurs humains, de physiologie, pour apprendre à mieux comprendre, en fait, comment le corps se comporte en apesanteur. Et ces durées-là peuvent aller jusqu'à 1 an, voire plus pour certains records. Donc, l'exploration, en fait, elle va consister à l'envoi d'êtres humains ou de robots. Alors, il faut bien voir qu'ils ne sont pas antagonistes, que les missions robotiques ne sont pas en contradiction des missions habitées. Au contraire, il faut y voir de la complémentarité pour repousser les frontières de nos connaissances sur notre univers. L'exploitation, par contre, elle a des enjeux économiques et commerciaux. Donc on va en retrouver, c'est quelque chose qui est récurrent. Ça a été comme ça dans le domaine aéronautique. D'abord, ce sont les gouvernements qui ont conduit des projets, et quand on arrive à la maîtrise des technologies, ça passe du secteur institutionnel au secteur privé. Ça a été le cas pour le domaine spatial. On a commencé par les télécommunications, puis par l'observation de la Terre, la navigation. Et maintenant, en fait, comme ça fait plus de 25 ans que l'ISS est habité en permanence, on connaît très bien le comportement des stations et comment les opérer et comment les contrôler. Donc, on voit l'avènement des stations spatiales commerciales, donc des initiatives privées dont le but, effectivement, eux, c'est de produire, c'est pas tant de produire de la connaissance, c'est de vendre des services depuis l'espace. Donc, il y a un transfert de connaissances et de compétences depuis les agences vers les entreprises privées. Donc ça crée de nouveaux marchés, ça crée de nouvelles initiatives, de nouvelles façons de travailler, mais ça va créer de nouveaux challenges, de nouveaux défis qui soient réglementaires, éthiques et environnementaux. Et donc c'est ce qu'on va continuer à développer par la suite. La planche suivante, elle vous donne un aperçu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'informations dessus, mais il faut le voir comme un voyage à travers le temps des différentes étapes qui me semblent critiques, importantes dans notre aventure dans l'exploration spatiale. En fait, l'humain a toujours été fasciné, intéressé par ce qu'on voyait la nuit, les étoiles, le soleil. Et on en a pour preuve toutes les constructions qu'on a pu retrouver au niveau de la préhistoire avec des constructions mégalithiques, là, comme par exemple Stonehenge. On voit qu'ils sont très bien orientés suivant le solstice, par exemple. Donc ça montre une connaissance de ces comportements. Première fusée, c'est 10e siècle, 11e siècle en Chine. Donc là, c'est fait pour les feux d'artifice, mais ils avaient déjà mis en place l'étagement, donc les séparations des différentes étapes pour aller de plus en plus loin. Et c'est des concepts qu'on a réutilisés. Après, on est passé par une longue phase de modélisation à travers les mathématiques et l'observation en même temps des comportements. Et puis, on arrive dans les fin des années 60, début des années 70. Donc après, ça allait très vite en fait. Après le premier être vivant dans l'espace, le premier humain dans l'espace, la course à la Lune. Mais en même temps que la course à la Lune, on avait aussi les premières missions vers Mars, puisque vous voyez, la première sonde russe, elle date de 1971.
Donc et à partir de là, tout s'est enchaîné. Et vous voyez, même sur la fin de chemin, on commence à avoir une congestion parce qu'on a l'avènement des premiers vols commerciaux dans les années 2020, le recrudescence de l'exploration de Mars avec un nombre de sondes, avec surtout ce qu'on voit, c'est une diversification des nations. C'est plus les grandes nations spatiales qu'on avait l'habitude de voir qui rentrent dans la course, mais une diversification. Et ça aussi, c'est intéressant par rapport à l'évolution. Je pense qu'on peut passer à la planche suivante. Et pour toi, Julien. Un autre concept qui est important à introduire ici, c'est celui de New Space. Alors peut-être que ça vous parle, que vous en avez entendu parler, quelque chose qu'on revoit régulièrement dans les médias, et qui correspond du coup, effectivement, on a cette évolution au cours du XXe siècle avec d'autres nations qui sont apparues plus récemment. Mais il y a aussi donc d'autres acteurs qu'on n'avait pas forcément vus au moment de la guerre froide et de la course entre les Américains et les Soviétiques, qui est l'apparaissance et l'émergence d'un secteur privé très puissant. Alors, qui est représenté en figure de proue par SpaceX et par Blue Origin. On peut voir ici une des fusées de Blue Origin, mais qui a vraiment, même si elles ont été créées au début des années 2000, pris de l'ampleur assez récemment. Alors, je pense notamment au gros lanceur New Glenn de Blue Origin qui a fait son vol d'essai cette année. SpaceX a mis 10-15 ans à vraiment démarrer, donc ça s'est pas fait au tout début des années 2000. C'est un long processus qui a été apporté par effectivement une nouvelle approche, l'apparition de capitaux privés très importants, des transferts de technologies, avec notamment l'emblématique capacité de réutilisation de certains étages, dès 2015 pour SpaceX sur le premier étage. Et donc on a l'émergence de ces nouveaux acteurs qui ont du coup ce besoin de rentabilité, donc ce qui renforce effectivement toute l'utilisation qu'on peut voir qui est commerciale du spatial, et donc de nouveaux projets, voire des méga-projets. On parle souvent de ces fameuses méga-constellations. Maintenant, dès qu'on regarde le ciel, on voit souvent des satellites passer, parce que il y a cette volonté non plus d'avoir quelques satellites en géostationnaire, comme on le disait, donc très loin, mais de les faire plus proches et d'en avoir beaucoup plus pour avoir des bandes passantes qui soient supérieures. Et donc ça a été permis notamment par l'émergence de ces nouveaux acteurs. Alors, donc on va refaire un peu une situation actuelle de l'orbite terrestre, de la Lune, de Mars et au-delà, mais là il y a des choses qu'on a déjà pas mal dit. Donc l'ISS, on a rappelé un peu son altitude, donc on a 400 km. Il y a également une station chinoise qui est habitée depuis un certain temps. Il y a les fameuses méga-constellations que j'évoquais, donc la Starlink qui est celle de SpaceX. Il y a un projet équivalent qui s'appelle Kuiper de Blue Origin qui va compter, donc Kuiper pour des ordres de grandeur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est environ 10 000 satellites. Starlink, ils attendent entre 30 et 40 000, j'ai l'impression qu'en fonction des annonces, ça varie un peu. OneWeb, qui appartient à Eutelsat, qui est donc européen, on est sur des ordres de grandeur qui sont très différents. On n'est pas sur plusieurs dizaines de milliers, mais on est inférieur aux milliers, environ vers 650. On a également Iris-Carré, qui est une constellation gouvernementale qui a été annoncée pour le tournant des années 2030 et qui compte 290 satellites. Et à côté de ça, il y a également des acteurs chinois qui, eux, prévoient aussi des constellations tout à fait conséquentes à environ 10 000 satellites. Voilà, donc il y a ces nouveaux usages qui apparaissent sur l'orbite basse, donc très proche de la Terre. On a sur les orbites MEO, on l'a évoqué, donc GPS, Galileo, GLONASS, c'est ce qu'on utilise dans nos téléphones notamment pour se positionner dans l'espace, et les orbites géo qu'on a déjà mentionnées. Voilà. Alors, en bas à gauche, vous avez un graphe tout à fait inquiétant, et on reparlera de la problématique des débris un peu plus tard. Donc, j'ai pas envie de trop spoil, mais on peut voir une augmentation croissante avec des sauts. Voilà, on parlera aussi de ce qui s'est passé au moment de ces sauts. Mais donc ça, c'est le nombre d'objets en orbite qui, voilà, on voit croît et de manière pas tout à fait linéaire. On sent qu'il y a une accélération un peu sur la fin, et malheureusement, c'est pas près de se terminer cette accélération. Et voilà, alors aussi donner quelques ordres de grandeur sur le nombre d'objets en orbite. Donc on peut voir que c'est un grand nombre d'objets. On est à plus de 140 millions pour moins d'un centimètre, et puis on est quand même à 54 000 objets qui font plus de 10 cm, donc déjà des gros objets qui en plus ont des vitesses relatives entre eux qui sont absolument conséquentes. Donc même des tout petits objets peuvent faire de gros dégâts sur vos infrastructures spatiales. Voilà. Et un ordre de grandeur aussi. Donc on a quand même quasiment 13 000 satellites qui sont fonctionnels maintenant. Alors là, pareil, c'est avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs comme SpaceX qui lancent très régulièrement des grappes de satellites de 60 par 60. On a eu beaucoup de lancements et de satellites actuellement en activité. Et encore une fois, on est un peu aux prémices du déploiement de toutes ces méga-constellations. Donc potentiellement, le nombre de lancements et d'objets en orbite va encore beaucoup augmenter. Alors, côté vol habité, donc on l'a dit, il y a cette fameuse station spatiale internationale qui est en place depuis un peu plus de 25 ans, qui a coûté, alors là c'est marqué 150 milliards, des fois on voit des chiffrages à
200 milliards, mais l'ordre de grandeur, voilà, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc c'est quelque chose de très cher qui existe depuis très longtemps, qui est le fruit d'une coopération internationale très soutenue, qui a des dimensions tout à fait impressionnantes, hein, parce que chaque kilo à envoyer en orbite, ça prend de l'énergie, ça coûte cher et ça prend de la place. Donc on est limité en termes de place, de volume et de masse. Et donc pour envoyer quelque chose de cette taille, hein, on parle de 109 mètres par 73 par 30 mètres, on voit bien que c'est là un effort absolument conséquent, qui est le fruit d'une coopération internationale soutenue, comme je le disais. Donc, voilà, pour plus de 450 tonnes, et qui non seulement a dû être assemblée, donc on a profité à l'époque de la largeur de la soupe de la navette, mais aussi qui doit être maintenu. Et donc on a effectivement des équipages qui se remplacent, mais il faut aussi les nourrir, récupérer les déchets. Donc on a régulièrement des vaisseaux cargo qui doivent arriver et maintenir cette infrastructure. Et plus récemment, on a également donc, cette station spatiale chinoise qui a été déployée et qui a aussi habité régulièrement, et même de manière ininterrompue, il me semble maintenant, depuis quelques années. Et là, donc, on a donc, un certain nombre de personnes qui peuvent rentrer, être en orbite dans ces stations, avec des records, une pointe ici en 2024, avec 19 personnes en orbite. Alors avec, on peut voir donc, des équipages chinois qui partent avec les longues marches, il y avait encore du Soyuz en haut à gauche, il y avait beaucoup de Dragon de SpaceX, et au centre, sur la ligne du milieu, sur le milieu, on peut avoir les 2 personnes qui étaient bloquées du fait vous avez peut-être vu passer de la capsule de Boeing, sur laquelle il y a eu quelques déboires techniques. Alors sans qu'ils soient réellement bloqués, puisqu'il y aurait eu des possibilités de les rapatrier, mais il y a eu tout un enjeu médiatique à faire croire qu'ils étaient réellement bloqués pour mettre en avant l'autre solution, à savoir Dragon de SpaceX. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, c'est ces installations qui sont habitées de manière permanente, qui a ce besoin d'avoir une infrastructure qui soit conséquente et qui permette de réalimenter tout ça. Je sais pas si tu voulais parler de l'actualité. Je te laisse. En fait, entre l'état actuel de la situation des débris et celle du vol habité, l'information, vous voyez là, il y a une rotation d'équipage dans la station chinoise et l'équipage sortant devait redescendre sur Terre. C'est hier ou aujourd'hui. Et malheureusement, ils se sont aperçus que leur véhicule a été impacté par un certain nombre de débris. Donc là, ils vont être obligés de rester de manière un peu plus longue, enfin sur une durée plus longue dans leur station. Donc ils vont se retrouver dans la même situation que nos 2 astronautes américains. Le temps qu'on leur reproduise un nouveau véhicule pour aller les chercher et puis certainement du cargo à renvoyer pour maintenir 6 personnes dans la station au lieu de 3 pendant un certain temps. Donc vous voyez, l'actualité, elle nous rattrape en même temps que notre présentation. Alors moi, je voulais aller un petit peu plus loin, puisqu'on avait mis la Lune au centre de notre présentation d'aujourd'hui. Donc je voulais déjà vous présenter la situation actuelle. Et on observe, alors sur la droite de la présentation, vous pouvez voir en fait 2 graphes que l'on a fait suite à des recherches d'un de mes doctorants, Paolo Guardabasso, qui a été de regarder l'évolution du nombre de missions de vaisseaux qui ont été soit en orbite autour de la Lune, soit se sont posés sur la Lune, soit ont roulé sur la Lune. Donc on a distingué 2 grandes périodes. Une période qui se finit dans les années 90, où on va avoir essentiellement des activités qui sont soit américaines, soit russes. Et puis après, il y a un saut dans les années 90 où on va voir l'arrivée d'autres nations et on observe effectivement une augmentation qui nous rappelle l'augmentation que Julien a présentée des lancements avec justement de nouveaux acteurs et notamment des acteurs privés. Mais il y a aussi des nouvelles nations qui s'imposent sur la Lune. Donc par exemple, les quelques exemples qui sont représentés ici, vous avez l'atterrissage de Hakuto Air qui est un lander japonais mais issu d'une entreprise privée. Ensuite, vous avez alors la mission Luna 25. Luna, c'est les missions d'exploration de la Lune de la Russie. Donc, si elle a le numéro 25, c'est parce qu'il y en a eu 25 avant. Donc, on s'attend à ce qu'ils aient beaucoup d'expérience et ils ont eu beaucoup de succès. Sauf que Luna 25, elle est revenue plusieurs dizaines d'années après la dernière. Résultat, on a perdu les savoirs entre ces missions-là et la mission Luna 25 a été un échec.
Par contre, on a la mission Chandrayaan-3, qui est une mission indienne, portée par l'Agence spatiale indienne, et qui a réussi l'exploit de se poser au pôle sud de la Lune, donc ce qui est extrêmement difficile. Et qui l'avantage, c'est que c'est une mission scientifique, donc qui donne accès à ces mesures à l'ensemble de la communauté. Donc suite aux travaux de Paolo, on a fait cette cartographie-là, donc vous allez pouvoir reconnaître la surface de la Lune, sur lequel on a positionné l'ensemble des objets qui se sont posés ou qui se sont crashés sur la surface de la Lune. Alors pourquoi on a fait ce travail-là? Parce qu'avec Paolo, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe en orbite de la Lune pour les débris spatiaux? Parce que la Lune, elle n'a pas d'atmosphère, ou elle en a une très très fine qui n'est pas suffisante pour faire le nettoyage naturel qu'on observe autour de la Terre. Donc un objet qu'on laisse en orbite autour de la Lune, comme la Lune, elle n'est pas parfaitement sphérique, son orbite finit par s'user dans le temps et l'objet va se cracher sur la Lune. Or, il existe déjà des lieux d'intérêt historique, là où se sont posés les différents objets, donc on voudrait les préserver. Ensuite, il y a des sites d'intérêt scientifique, puisqu'on n'a pas fini de connaître, de comprendre la Lune. On a encore beaucoup de choses à y étudier. Et puis, il y a aussi des enjeux économiques, puisqu'il y a des opportunités d'exploiter les ressources de la Lune. Donc, on s'est posé la question, que vont devenir ces objets? Donc on a identifié 4 scénarios possibles. Soit l'objet se crache sur la Lune, et c'est ce qui est souvent le cas. Soit on ramène le véhicule vers la Terre, et là c'est ce qu'on a fait quand on avait des astronautes, on les a ramenés vivants, donc ça c'est du retour, ou du retour d'échantillons, donc là on ramène le véhicule. Soit on le met sur une orbite qui va se mettre en orbite autour du Soleil, donc une orbite héliocentrique. Donc on va reporter le problème à quelques années, voire centaines d'années plus tard, le temps que l'objet revienne. Soit on va le mettre sur une orbite, ce qu'on appelle une orbite cimetière, donc une orbite qui restera dans le système Terre-Lune pour pouvoir traiter le problème un peu plus tard. Donc on s'est dit, voilà, on a des zones à préserver, et il y a des zones qui pourraient être nous servir en fait de casse, comme là où on met nos véhicules et nos voitures. Donc c'est les zones assurées que vous pouvez identifier. Donc c'est celles qu'on recommande pour pouvoir imposer à ce que on impose à ce que les crashs se fassent dans ces zones-là, parce on continuera à protéger les espaces d'intérêt scientifique, historique et économique. La situation pour Mars, actuellement, vous le savez, il n'y a pas encore eu d'humains qui sont allés sur la surface de Mars, mais on s'y prépare, comme on l'a vu dans la feuille de route. Explorer Mars, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile. Rien que l'atterrissage sur Mars, c'est extrêmement compliqué. On n'a qu'un taux de succès d'à peu près 50% uniquement. Et en plus, non seulement vous avez besoin d'éléments de surface, donc des rovers qui parcourent la surface, mais ils parcourent des toutes petites distances et ils se limitent à faire ce qu'on leur demande de faire. D'où l'intérêt d'envoyer des humains qui ont la capacité de prendre des décisions de manière autonome. Et on a besoin aussi des satellites qu'on appelle des orbiteurs, qui vont aider à la cartographie, mais à la communication aussi avec la Terre. Donc ça, c'est la situation actuelle au niveau de Mars. Et je finirai sur la situation actuelle en allant au-delà, l'intérêt que l'on peut avoir pour les astéroïdes. Donc les astéroïdes, ce sont des corps célestes, des tout petits corps célestes qui nous racontent l'histoire de la formation de notre système solaire, puisqu'ils contiennent des éléments de structure qui se sont formés au moment du début de notre système solaire. Donc d'un point de vue scientifique, ils sont extrêmement intéressants à explorer. Ils peuvent aussi nous aider à peut-être à comprendre pourquoi la vie s'est développée sur Terre, même si on va retrouver des conditions possibles sur d'autres corps célestes. Pour l'instant, à ce jour, on n'a pas encore la preuve que la vie s'est développée sur d'autres corps célestes. Donc on a vraiment intérêt d'aller les observer. Et puis il y a un dernier aspect, c'est que certains sont ce qu'on appelle des géocroiseurs. Donc ce sont des objets qui viennent dans le système Terre-Lune, et on en a un qui précisément va approcher la Terre en 2029, le 13 avril, cet
cet astéroïde-là s'appelle Apophis, donc Apophis le 13 avril, vous imaginez bien l'angoisse qu'il peut générer. Et donc, il faut le voir surtout d'un côté positif, parce que c'est une magnifique opportunité d'aller visiter un astéroïde, puisqu'il sera très proche, pour pouvoir comprendre comment ils se sont formés, comment ils évoluent. Et Apophis, on le verra à l'œil nu depuis l'Europe, puisqu'il sera à 32 000 km. Il va passer, le point le plus proche, c'est 32 000 km. Donc, on a de la chance en Europe, on pourra le voir. Donc, actuellement, il y a 16 missions qui ont visité les astéroïdes. C'est extrêmement difficile, hein, parce que ce sont des objets qui sont lointains, avec lesquels on va demander aux satellites d'être autonomes pour aller se poser. C'est compliqué, c'est des petits corps dont la dynamique elle est mal connue, mais il y a aussi un véritable intérêt. Alors au-delà de la science, il y a aussi des gens qui y voient de l'intérêt économique, parce que la composition des astéroïdes contiennent des matériaux qui peuvent être rares sur Terre et qui pourraient avoir de l'intérêt à exploiter, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Donc je vais avant de laisser de la main à Julien pour parler de durabilité et donc du lien entre espace et environnement, pour revenir sur la question des débris spatiaux, vous pouvez, sur le graphe qui est ici, il répond au graphe qu'on a vu tout à l'heure, qui montre en fait le nombre d'objets que l'on peut observer dans l'espace qui croît de manière exponentielle. Tout à l'heure, Julien vous a montré qu'on avait des marches d'escalier, des sauts dans l'évolution du nombre. Ben, cela vient en grande partie, alors il y a différentes sources sur les débris. Vous avez déjà au niveau du lancement, quand on insère un satellite en orbite, ça va créer des débris. Vous avez aussi le vieillissement des structures, donc des cellules des panneaux solaires qui se détachent. Un astronaute qui fait une sortie extravéhiculaire qui perd un outil, c'est déjà produit, et l'outil, l'objet devient un débris spatial. Vous avez des satellites en fin de vie qui n'ont pas été désorbités, ou des troisième étages de lanceurs qui sont là. Et puis vous avez ce qu'on appelle les tirs ASAT. Donc les tirs ASAT, ce sont des tirs anti-satellites qui sont, l'objectif, c'est d'aller détruire un satellite dans l'espace pour démontrer sa capacité à détruire un satellite et pour dire à son voisin, si tu viens survoler mon espace, si tu viens m'espionner, moi je peux te détruire. Le problème, c'est qu'un tel tir, ça va générer beaucoup de débris et qui vont, quand on a une fragmentation comme ça, on ne maîtrise pas la trajectoire des objets qui sont générés et ils peuvent couvrir de grandes distances, et ils peuvent notamment couvrir des distances où on a des satellites qui sont opérationnels. Donc ça rejoint en fait ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler, il a été longtemps critiqué, puisque ce qu'explique ce syndrome-là, c'est qu'on a deux phénomènes antagonistes. Le premier, c'est une augmentation d'objets dans l'espace avec de plus en plus de lancements, et en même temps un nettoyage naturel par l'atmosphère qui fait rentrer les objets et qui les détruit dans l'atmosphère. Mais tout le monde disait, mais non, c'est trop pessimiste, on ne lance pas suffisamment d'objets, et ça, c'était dans les années 90. Par contre, avec ce qu'on observe maintenant, même le syndrome de Kessler semble même trop optimiste par rapport à la situation que l'on vit. Et donc, il se pourrait qu'un jour, si on ne fait rien, la Terre devienne comme Saturne, c'est-à-dire avoir des anneaux, mais au lieu d'avoir des anneaux constitués d'objets naturels, ce seront des anneaux de débris artificiels. Je te passe la main pour la suite. Donc cette problématique des débris qu'on vient d'évoquer, effectivement, on se rend compte qu'elle est tout à fait problématique pour également les humains sur Terre, qui ont besoin d'envoyer dans l'espace des satellites, ne serait-ce que pour la météo, pour monitorer le climat, pour monitorer un certain nombre de choses. Et donc de facto, si l'orbite est encombrée et bouchée par des débris qu'on ne contrôle pas, ces orbites deviennent du coup inutilisables. Et donc ça pose un problème de durabilité. Et donc ce terme de durabilité, bien souvent, et malheureusement dans le spatial, il est, à mon sens, là c'est une approche personnelle, perçu comme... il est très ambigu, parce que bien souvent, il réfère uniquement à cette problématique des débris, qui est tout à fait prégnante et tout à fait... dont on doit se préoccuper très fortement, notamment pour l'industrie, parce que ça menace directement toute l'industrie qui va avec, et effectivement les retombées positives du spatial pour l'État de manière générale. Mais ça met aussi sous le tapis un ensemble de problématiques
qui, à mon sens, rentrent aussi dans ces questions de durabilité et dont on entend beaucoup moins parler. Donc on va essayer de rapidement un peu les esquisser. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une problématique également de réchauffement climatique qui menace plus ou moins la stabilité de nos sociétés à moyen terme, on va dire, du moins d'ici la fin du siècle. Et donc, pour essayer de quantifier l'impact de ces émissions, donc de CO2 ou d'autres gaz, pour tous les secteurs, mais en particulier pour le secteur spatial, il y a le besoin de faire ce qu'on appelle une ACV, donc une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, qu'est-ce que c'est? Elle est multi-étape et elle est multi-critères. Quand on dit multi-étape, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'ensemble des émissions sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire de sa phase de conception, sa phase de test, sa phase d'utilisation et sa fin de vie, et pas simplement une seule de ces étapes. Et elle est multi-critères dans le sens où on va regarder un ensemble de choses. On va regarder potentiellement les émissions de CO2, mais également les polluants dans l'air, dans l'eau, dans les sols, des émissions annexes qui pourraient être donc soit d'autres gaz à effet de serre, soit des particules qui seraient émises dans la haute atmosphère, on va en reparler. Et elle est donc tout à fait pertinente pour le contexte spatial parce que justement il y a ces autres émissions et pas que du CO2. Mais par contre, pour faire ces ACV, il faut donc avoir pour un appareil donné, imaginons une fusée, il faut avoir un descriptif de l'ensemble des éléments qui le composent et savoir quelles sont les émissions associées à chacun des éléments. Sauf que non seulement pour le spatial, on a rarement, ou du moins ça n'est pas public, la composition de ces systèmes du fait pour des questions de sécurité. Donc on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Il y a des volumes de production qui sont faibles, donc on ne sait pas trop quelles sont les émissions associées à 1 tonne d'aluminium pour du spatial, puisque contrairement à un aluminium qui pourrait être utilisé dans plusieurs industries, là on a peu de volume de production, c'est spécifique au spatial, et donc on n'a pas cette correspondance entre l'utilisation de 1 tonne d'aluminium et les émissions associées en CO2. Donc il y a ce besoin de créer des bases de données qui soient dédiées pour mesurer ça proprement. On a également des matériaux et des procédés de fabrication qui sont très spécifiques au contexte spatial. On a des phases de développement qui sont évidemment très longues, on parle de dizaines d'années, voire plus pour certains projets. Et on a également beaucoup de tests, beaucoup plus de tests qu'on pourrait avoir dans aucune autre industrie. Et donc c'est pour ça que cette méthode ACV, analyse de cycle de vie encore une fois, elle est pertinente, mais elle nécessite un effort pour comprendre et avoir des calculs qui soient pertinents avec des marges d'incertitude qui soient réduites par rapport à ce qu'on peut faire actuellement. Voilà. Pour donner quelques exemples d'émissions associées à un lanceur, voilà quelques chiffres. Du coup, Ariane 5 qu'on a à gauche, qui est un lanceur qui n'est plus en activité maintenant, c'est environ 30 000 tonnes de CO2. Ariane 6, ici on met 27 000 tonnes. Encore une fois, c'est plus un ordre de grandeur. Certains papiers parlent de 20 000, mais on est dans cet ordre-là. Falcon 9, qui est du coup la fameuse fusée de SpaceX qui est très très utilisée aux alentours de 10 000 tonnes. Et sur sa version lourde, avec deux autres étages, on est sur du 15 000 tonnes. Voilà. Pour avoir donné d'autres ordres de grandeur en comparaison, un Français, actuellement, c'est un peu moins de 10 tonnes par an et par personne, pour qu'on se représente un peu ce que ça veut dire. Et les émissions de CO2 dans le monde, c'est environ 40 gigatonnes, donc 40 milliards de tonnes de CO2. Et si on intègre les autres gaz à effet de serre qui ont des impacts différents, qu'on les normalise par rapport au CO2, et on parle alors de CO2 équivalent, l'ensemble des émissions de l'humanité, c'est environ 60 gigatonnes par an. Voilà. Pour donner un peu, encore une fois, quelques ordres de grandeur. Alors, je parlais des émissions dans la haute atmosphère. Effectivement, on a des émissions de CO2 à la phase de fabrication, mais on a aussi, lors de l'émission, des suies, qui sont des résidus de combustible qui vont être brûlés et qui vont rester dans l'atmosphère à des altitudes différentes. Il y a aussi des particules d'alumine, donc on a oxydé l'aluminium et donc on a ces particules qui apparaissent. On a également, lorsqu'on a des satellites qui vont, comme on le disait, naturellement, du fait des frottements de l'atmosphère, ralentir les satellites au point où ils redescendent dans l'atmosphère et se désintégrer. En fait, comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc ces particules, elles sont toujours là, elles sont toujours dans l'atmosphère. Et on a également des émissions d'eau, parce que notamment sur Ariane 6, l'étage principal, on est à l'hydrogène et à l'oxygène liquide, et la combustion fait de l'eau. Et l'eau est un gaz à effet de serre également, ce qui rentre dans le cycle de l'eau quand on émet dans la troposphère, mais dans la stratosphère, il y a un impact réchauffant également qu'on connaît très mal actuellement. Voilà. Donc en fait, il y a ces différents phénomènes qui non seulement sont très complexes par nature, parce que ça implique d'avoir une connaissance fine des sciences de l'atmosphère, mais également de la production, puisque en fait, vos produits de réaction vont dépendre de vos moteurs, donc vous avez besoin de bien connaître vos moteurs, de bien caractériser tout ça. Pareil, nous, on travaille souvent sur la troposphère, mais savoir
quel est l'impact d'un réchauffement de la stratosphère sur la troposphère? C'est quelque chose qui est loin d'être évident et sur lequel il y a un besoin de recherche conséquent. Et puis en plus, on peut parfois avoir des phénomènes de refroidissement locaux, mais de réchauffement global. Donc toutes ces choses-là, en fait, sont extrêmement complexes. Il y a un vrai besoin d'avoir des talents aujourd'hui et demain qui travaillent sur ces questions, qui sont notamment extrêmement intéressantes, puisque, comme on le disait, c'est une interaction entre l'essence de l'atmosphère et la propulsion en aérospatial, mais il y a tout un ensemble de champs qui se chevauchent et qui fait que ces questions sont complexes, mais aussi extrêmement intéressantes d'un point de vue scientifique. Voilà. Et le tableau de droite qui peut paraître un peu barbare, que je vais expliquer rapidement. Donc, les lanceurs, contrairement à ce qu'on pourrait avoir pour un avion, par exemple, il y a un grand nombre de carburants qui sont envisageables. Voilà. Ça va dépendre de ce qu'on espère avoir en termes de poussée, d'efficacité, qu'on appelle impulsion spécifique, de complexité d'architecture de ces moteurs ou d'un héritage historique. Voilà. Donc il y a pour chaque lanceur différents types de carburants possibles. Pour Ariane 5, par exemple, Ariane 6, c'est donc, comme je le disais, un étage central avec de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, mais sur les côtés, on a des boosters, donc là, pour le coup, qui sont de la poudre, et qu'on réutilise aussi notamment sur notre missile stratégique M51. C'est pour ça que historiquement justement on a gardé ça. Et donc en fonction de ces carburants, on va avoir différents produits d'émission. Voilà. Donc là ici on a des composés chlorés par exemple pour les boosters qui vont avoir un impact sur la couche d'ozone. On a aussi des oxydes d'azote qui ont aussi un impact sur la couche d'ozone. Il y a des productions relativement faibles de CO2 et aussi d'alumine et de suie. Et en fait, on se rend compte, enfin du moins les quelques articles qu'il y a sur le sujet depuis une dizaine d'années montrent que l'alumine et les suies ont potentiellement, sur cette phase de lancement, beaucoup plus d'impact que n'en a le CO2. Et donc là, il y a tout un sujet aussi de se dire, tiens, à quel point est-ce que ça a un impact global? Il faudrait qu'on arrive à quantifier tout ça, toujours dans un contexte global d'augmentation conséquente et un peu immodérée pour l'instant de l'activité spatiale au sens large. Et au-delà de ça, on a également effectivement les effets de destruction de l'ozone qui sont aussi très mal connus à l'heure actuelle et les effets des réentrées. Ça fait beaucoup de questions et beaucoup d'inconnus sur ces sujets-là. Voilà. Et juste pour une slide un peu de récap de tout ce qu'on a pu dire, donc il y a beaucoup de choses dont on parle très souvent sur les impacts positifs du spatial et qui sont absolument réels et absolument indéniables. On a des choses dont on parle beaucoup, les débris spatiaux, les émissions de CO2 en direct, mais par contre il y a aussi beaucoup d'autres sujets dont on parle beaucoup moins. Donc effectivement l'ozone, le stress hydrique, des choses sur des pénuries de fréquences aussi, des pollutions optiques. On parlait du fait que maintenant quand on regarde le ciel, on voit souvent des satellites se balader. Alors, c'est des objets artificiels, on peut se dire c'est dommage, ou c'est pas grave, ou c'est joli, enfin notre avis personnel dessus, mais il y a des gens qui travaillent avec des télescopes et qui regardent le ciel, et qui de plus en plus ont des stries qui vont parcourir leurs images, et donc il y a une pollution de ces données scientifiques. Alors, il y a des filtres qui sont potentiellement mis en place, mais qui va complexifier le travail des scientifiques et des astronomes. Et on a aussi également donc, le fameux sujet des réentrées, puisqu'ils produisent du coup des particules qui vont aussi avoir un impact sur le climat et l'ozone. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de sujets. L'idée ici, c'est pas du tout de remettre en question tous les aspects positifs du spatial qu'on a pu évoquer jusque-là, mais c'est simplement garder en tête que lorsqu'on parle de durabilité spatiale, très souvent, on va entendre, notamment dans les médias, parler de CO2 et de débris spatiaux. Garder en tête qu'il y a également une multitude d'autres sujets. En voici quelques exemples qui sont bien réels. Voilà. Et puisque il y a des choses qui avancent, notamment en termes réglementaires, sur la gauche ici, vous avez des extraits de la feuille de route de décarbonation française qui avait été commanditée il y a 2 ans par Bruno Le Maire, qui était alors ministre en charge des questions spatiales. Et donc ce rapport est sorti cette année. C'est la première fois qu'un pays fait une photo un peu des émissions d'un pays sur son secteur spatial. On est à 1,8 mégatonnes, ce qui est beaucoup plus que les précédentes mesures qu'on avait. Alors, je ne rentre pas dans les détails ici, mais il y a des questions aussi de périmètre du calcul. Et donc on a au moins une photo à date. Et on a aussi donc défini, donc c'est le secteur dans son ensemble, que ce soit Bercy, donc le ministère de l'économie, le CNES et un ensemble des industriels, notamment par le GIFAS, qui représente les industriels français spatiaux, qui a défini comme ça des trajectoires de décarbonation. Et donc pour la première fois, on a, donc, comme les autres secteurs de l'économie française, ces potentielles trajectoires avec des objectifs de réduction. Autre initiative, également européenne, qui là est portée par l'Agence spatiale européenne, cette volonté de faire face au problème des débris qu'on évoquait, puisqu'il y a effectivement cette divergence de nos débris qui à terme peut nous menacer avec le syndrome de Kessler. Il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle de l'active debris removal, donc venir avec des lanceurs récupérer des gros objets qui sont en sorte des réservoirs à débris et les désorbiter.
mais ça coûte très cher. On peut faire ça que sur un nombre très limité de satellites et de cibles. Et donc l'idée, c'est aussi de mettre en place des bonnes pratiques pour que les industriels, lorsqu'ils lancent des débris, potentiellement essaient de limiter le nombre. Voilà. Enfin, il y a toute une manière de repenser notre utilisation du spatial, là où fut un temps où effectivement on lançait suffisamment peu de satellites pour ne pas trop se préoccuper de ces questions. C'est plus le cas maintenant. Donc acte, faisons quelque chose. Et donc l'Europe se positionne là-dessus avec cette zéro débris chart. Maintenant qu'on a abordé la situation actuelle, revenons sur la feuille de route et les ambitions à moyen terme. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, les ambitions à moyen terme, c'est de revenir sur la surface de la Lune. Alors, et aussi d'utiliser l'orbite proche avec des stations commerciales. Donc la Lune, c'est le pôle sud qui intéresse. Le pôle sud parce que dans les cratères, on a trouvé de l'eau glacée. Donc c'est intéressant d'un point de vue scientifique. C'est intéressant aussi pour aller plus loin, utiliser la Lune comme comme lieu de production de carburant en utilisant cette eau glacée pour produire des carburants pour aller plus loin vers Mars ou les astéroïdes. Et donc, vous avez certainement entendu parler du programme Artemis, donc des États-Unis avec leurs partenaires. L'idée, c'était d'avoir une station spatiale autour des points de Lagrange du système Terre-Lune et d'une base sur la surface de la Lune. Bon, actuellement, on suit les remous de ce programme-là et c'est difficile de savoir ce qui va se passer. En parallèle, vous avez la Chine qui a réaffirmé cette semaine son intérêt de déployer une station sur la surface de la Lune avec... en collaboration avec la Russie et quelques autres partenaires. L'objectif de la Chine, c'est d'avoir des premiers taïkonautes sur la surface de la Lune pour 2029, puisque ce sera le centenaire de l'anniversaire de la révolution de la Chine. Donc c'est une date qui est importante. Et de ce qu'on voit, de ce qu'ils publient dans la presse et dans les médias, ils avancent nominalement vers cet objectif-là. Et alors pourquoi des bases sur la surface de la Lune? Effectivement, c'est pour pouvoir conduire de la science, c'est pour pouvoir s'entraîner à aller plus loin, mais c'est aussi pour certains enjeux économiques faire de l'exploitation. Et Mars, Mars, on en a parlé tout à l'heure, c'est retour d'échantillons pour mieux comprendre. En fait, Mars nous permet de comprendre l'histoire de la Terre. C'est de voir si la vie a pu se développer sur cette surface-là. Donc le premier objectif, c'est de mettre des humains en orbite autour de Mars, puis sur la surface. Donc là, vous avez des visions rêvées de ce que ça pourrait être. Alors avec tout ce qu'on a dit, je vais accélérer parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Je vais passer rapidement sur ces planches-là. On avait d'autres planches pour vous expliquer pourquoi on voyait des humains dans l'espace alors qu'on voit que c'est extrêmement complexe. Donc vous avez des enjeux scientifiques, on l'a vu, ils peuvent être objets de sciences, politiques, sociétaux pour l'inspiration, évidemment, économique, pour le plaisir, le fun, comme avec le tourisme spatial, par exemple. Ici, j'avais fait une synthèse avec ces quelques chiffres pour justement relativiser sur le nombre de milliards d'humains qu'il y a eu sur Terre. Il n'y en a que 637 qui sont allés dans l'espace. Donc ça reste un sujet de rêve et d'ambition et de fantasmes, je dirais, issus donc de 44 pays. C'est très important, la relation entre la politique, la société et l'exploration spatiale. Donc je vais passer tout ça pour aller à l'essentiel on aborde la conclusion et justement les questions que l'on voulait poser sur les enjeux de l'exploration et de l'exploitation. Oui, tout à fait. Donc rapidement, là, c'est un peu un récap de ce qu'on a pu dire. Donc il y a tout cet enjeu sur les ressources, l'entraînement. Au niveau de la Lune, il y a la même question sur les ressources pour les astéroïdes. Beaucoup de choses à exploiter sur la Lune. Il y a notamment de la glace d'eau, donc on peut en faire de l'oxygène, de l'hydrogène. On peut utiliser l'eau en tant que telle, on peut utiliser de l'énergie solaire, le régolithe, on peut extraire aussi de l'oxygène, des métaux, potentiellement de l'hélium-3 dans des concentrations plus fortes qu'on a sur Terre, mais quand même relativement limitées.
Peut-être un petit point quand même sur l'aspect réglementaire. Dans le spatial, il y a donc 5 grands traités, le plus important étant le Outer Space Treaty, donc traité sur l'espace de 67, qui notamment sur ces questions d'exploration, il y a un concept clé qui est dans l'article 2, qui est la non-appropriation de l'espace, mais c'est la non-appropriation nationale de l'espace. Donc ça, c'est en 67, on dit voilà, un État ne peut pas s'approprier des ressources spatiales. Beaucoup plus tard, du coup, il y a cette volonté, cette velléité d'un retour américain sur la Lune, et donc ils mettent en place une loi domestique, donc vraiment nationale en 2015, qui est le Space Act, et ils lui donnent du coup à cette volonté voilà, ça modifie, enfin pas que ça modifie le traité de 67, mais ça exploite un peu une faiblesse du droit de 67 en disant finalement il y a la possibilité pour les acteurs privés de posséder et d'exploiter des ressources spatiales sans pour autant se l'approprier au niveau national. Et c'est là que c'est un peu tricky. Et donc il y a les accords Artemis qui ont repris ce Space Act et qui en ont fait en 2020 donc quelque chose donc qui n'est pas un traité mais qui est qui est une manière de dire voilà, nous avec ces accords Artemis on considère qu'effectivement comme le dit le traité 67 on ne peut pas s'approprier nationalement des ressources. Pour autant comme dans l'article 6 du traité 67 nous sommes responsables des activités de nos acteurs privés. Par contre on peut quand même les utiliser, faire du commerce, parce qu'il y a cette volonté d'avoir un retour dit durable sur la Lune. Et donc pour ça, on a besoin de mettre en place une économie lunaire. Et pour mettre en place l'économie lunaire, on a besoin d'utiliser les ressources qui sont situées là-bas. Voilà. Donc ça, c'est la volonté américaine de 2015. Le Luxembourg fait un peu pareil en 2017, le Japon en 2019, les Émirats arabes unis en 2021, il me semble. La Russie et la Chine ont des législations similaires. Et alors, je n'ai pas le compte exact, mais les accords Artemis que j'évoquais, 2020, qui sont basés sur l'utilisation privée de ces ressources, ont été signés par un grand nombre de pays, c'est une quarantaine, je dirais, entre 40 et 50 effectivement, dont la France du coup, qui est partie prenante des accords Artemis, donc du programme Artemis. Mais voilà, à partir de là, il y a plein de débats juridiques qui me dépassent complètement, mais notamment sur le fait que c'est les États qui signent et pas l'Agence spatiale européenne, alors que c'est l'Agence spatiale européenne qui est membre, qui participe au programme Artemis. Bref, des questions dont on pourra reparler après. Tout ça pour dire qu'il y a ces grands traités, avec toute une question qui est centrale et qui fait débat actuellement, même pour des juristes, sur l'utilisation de ces ressources spatiales. Je pense que... Oui, cette planche-là, c'était pour justement mettre en balance les enjeux qui restent à lever, les défis qui restent à lever, ils sont de trois aspects, techniques, facteurs humains, et éthiques et environnementaux, mais aussi de bien garder, ça rappelle la planche que tu as présentée, aussi tous les bénéfices que l'on peut obtenir depuis avec l'exploration. Et pour finir, voilà, je voulais juste vous se rappeler que nous sommes tous des passagers d'un véhicule spatial particulier qui est la Terre. Donc on voit la Terre ici depuis Mars. Donc depuis l'espace, on apprend justement à aimer, à préserver notre véhicule spatial que l'on partage tous. Merci beaucoup.